Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du podcast où on voit le sport sous un autre angle, d'un point de vue différent. Vous êtes comme à l'habitude avec Benji. Oh, qu'il y a du stock dans l'actualité sportive aujourd'hui et comme on va commencer tout de suite parce qu'il y a tellement de stock qu'on va pas perdre de temps, on va parler du début de saison dans la LNH, l'actualité du football qui déborde avec les séries dans le football universitaire, la Ligue canadienne et la saison de la NFL qui se poursuit. On va parler de la série mondiale dans la MLB également et un peu de soccer, de basket et de arts martiaux mixtes. Donc, on commence ça immédiatement en parlant du début de saison dans la LNH qui bat son cours présentement. Ça fait environ 3 semaines déjà que la saison a commencé. Ben oui, déjà 3 semaines. Maudit que ça va vite. Le Canadien, honnêtement, quel bon début de saison. Un début de saison surprenant. Moi, je m'attendais que les Canadiens cette année, oui, on allait voir une progression. Oui, on allait voir une équipe plus... je dirais pas motivée, mais je dirais plus adéquate au niveau du plan de jeu. Mais honnêtement, ce qu'on voit présentement, c'est très encourageant, là. La seule chose qui est dommage dans ce début de saison, c'est encore une fois les blessures. Kirby Dach qui se blesse au genou pour le reste de la saison. David Savard qui se fracture la main jusqu'au mois de décembre. Mike Matheson également qui a eu une blessure. Bon, finalement, il est revenu. On a eu beaucoup de blessés comme ça. Kaden Goulet qui a raté du temps de jeu. Donc, ça, faut faire attention. Faudrait pas revivre la situation de l'année passée. Mais sinon, au plan collectif et au plan des résultats, le Canadien surprend tous les pronostics de ce début de saison. On serait présentement en séries éliminatoires. Je comprends que c'est un échantillon très, très court et qu'on n'a même pas un quart de la saison de fête. On s'entend qu'on est très, très tôt. Mais on va prendre ce qu'on a présentement puis il faut être très satisfait de ça. On a quand même soutiré un point au champion de la Coupe Stanley à Las Vegas dans ce premier match sur 3 sur la route. Honnêtement, c'est impressionnant. Martin Saint-Louis est en train de bâtir cette culture-là, de jamais lâcher, de persévérance. On a remonté 2 matchs pour aller chercher 2 victoires face aux Blue Jackets de Columbus et aux Jets de Winnipeg la semaine passée au Centre Bell. Donc, cette équipe-là montre de la résilience. On n'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais on travaille fort. Ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose qui me chicote un petit peu, en fait 2 choses qui me chicotent en ce début de saison. Premièrement, c'est le jeu de Juraj Slafkovský. On le voit faire beaucoup de revirements en défensive. Hein. Ça va être à suivre. Je comprends qu'en attaque, bon, je suis prêt à vivre avec le fait qu'il y a une progression à avoir, mais en défensive, il doit absolument se corriger. Il a peut-être pas nécessairement la vitesse encore pour la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, je suis mitigé par rapport à son début de saison, mais encore une fois, faut être patient. Seulement 19 ans, faut pas être trop exigeant avec lui. Je pense que le développement dans son cas est plus important nécessairement que les résultats présentement, mais il y a quand même des points à améliorer, puis on le voit, puis c'est flagrant. Mais il y avait un bon début de saison avec Kirby Dach. Très dommage que Dach ne jouera plus cette saison parce qu'on voyait une chimie entre lui et Slav. J'ai hâte de voir pour le reste de la saison comment ça va aller. Il y a Christian Dvorak également qui devrait revenir, un vétéran. On va peut-être pouvoir mieux équilibrer les trios quand lui va revenir dans les prochaines semaines. Mais bon, Slafkovský, je suis mitigé honnêtement. Et l'autre point, c'est le ménage à 3 entre les gardiens. Je suis pas convaincu que ça peut marcher à long terme. Puis on a dit ça en début de saison. Pourtant, ça fait quand même encore 3 semaines que c'est comme ça. Kaden Primo, qui a obtenu seulement un départ depuis ce temps-là, a bien fait dans ce départ-là. Mais quand même, je pense que c'est pas quelque chose à long terme qu'on peut faire. Puis on n'a pas vraiment d'idée de la direction du Canadien par rapport à ce plan-là, honnêtement. On n'a pas eu d'indication ou de qu'est-ce qu'on veut faire après tant de temps, on va le mettre au balotage, puis on va prendre un risque. On n'a pas d'indication. Ça doit être dur pour Martin Saint-Louis et l'entourage, à moins que Martin ait des informations qu'on ne sait pas, ce qui est très possible. Mais pour moi, cette situation-là est quand même bizarre. Je pense qu'on est une des seules équipes présentement dans la Ligue nationale à avoir 3 gardiens actifs. Il y a eu les Sabres de Buffalo qui ont eu un ménage à 3 aussi plus tôt cette année. Mais pour moi, ça peut pas marcher à long terme. Surtout dans les entraînements. En tout cas, ça va être à suivre. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que les gardiens font le travail jusqu'à maintenant. Samuel Montembeault et Jake Allen sont très solides. Ce qui donne une chance aux Canadiens à tous les soirs de remporter la victoire. Donc, un excellent début de saison pour le Canadien qui leur reste 2 matchs aux États-Unis. Jeudi soir à Phoenix en Arizona contre des Coyotes qui sont une équipe quand même prenable. Qui sont une équipe
quand même comme nous en développement, beaucoup de jeunes, ça va être intéressant, en train de voir un gars comme Logan Cooley qui moi m'impressionne, non seulement m'a impressionné dans le junior, mais connaît un bon début de saison quand même. Et samedi, le Canadien qui sera à Saint-Louis face aux Blues. D'ailleurs, un samedi, on va avoir la chance d'en reparler, mais une fin de semaine qui va être ultra chargée dans le monde du sport. Eh bien, le Canadien va jouer samedi soir 19h contre les Blues. Puis le Canadien n'aura pas un calendrier facile dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, on revient au Centre Bell. On reçoit le Lightning. Ensuite, on s'en va à Détroit. On va accueillir les Bruins, les Canucks, des équipes qui vont bien. Donc, oui, il faut être satisfait du début de saison, mais il faut être conscient que ça se peut que ça soit un peu plus difficile dans les prochaines semaines. Ça sera un dossier à suivre. Et rapidement, si on fait un petit portrait là, de ce début de saison, entre autres dans l'Atlantique, comment ça se passe? Ben, les Bruins de Boston marchent sur l'eau, honnêtement. Je suis très surpris de ce bon début de saison-là. Sans Patrice Bergeron, David Krejci qui sont partis. Mais on voit qu'au niveau des Bruins, c'est la culture qui fait la différence. On voit Brad Marchand, David Pastrnak ont mis les bouchées doubles. La défensive est toujours solide, les gardiens aussi. Les Bruins sont une équipe qui sont solides, bâtis pour encore une fois aller en séries éliminatoires. On va voir ce qui va se passer. Je suis toujours pas convaincu des Maple Leafs de Toronto malgré leur fiche gagnante jusqu'à maintenant cette saison. Mais on l'a vu face aux Kings de Los Angeles mardi. C'est une équipe qui, quand ça marche pas à leur goût, quand on n'est pas capable de marquer des buts, ça marche pas. On n'est pas capable de s'adapter aux différents styles de jeu. Les acquisitions qu'on avait fait cet été, Max Domi, Tyler Bertuzzi, John Klingberg, honnêtement, ça marche pas. C'est pas des joueurs, je pense, qui vont améliorer cette équipe-là. Max Domi, honnêtement, même pas de but encore, un très mauvais début de saison. Pourtant, lui qui avait connu des bonnes séries avec les Stars, c'est mitigé chez les Leafs. Je suis pas convaincu. Ben, honnêtement, j'ai perdu de toute façon ma confiance envers cette organisation-là dans toutes les pertes en séries éliminatoires. On verra bien ce qui va se passer, mais c'est une équipe qui, aucun doute, fera les séries. Ça, je suis pas inquiet. Mais je suis quand même pas convaincu pour la suite au niveau du printemps. Et dans l'Atlantique, bien les Wings de Détroit surprennent présentement Alex DeBrincat. Quel début de saison! Lui qui a été échangé des Sénateurs aux Red Wings cet été. Les Sabres, mauvais début de saison. Le Lightning, sans Andrei Vasilevskiy, on s'en sort quand même pas si mal en début de saison. Et les Sénateurs qui, dans cette division-là, honnêtement, c'est mitigé. On a beaucoup de blessures en défensive. Thomas Chabot qui est pas là. Artenzub a été blessé. La défensive est un peu là en hécatombe en ce moment. Et au niveau de l'attaque, ça prend plus de constance. Donc, les Sénateurs, c'est un début de saison que je considère quand même décevant là, dans les circonstances. Mais on a le temps de se reprendre. Mais on sait que les Sénateurs, cette année, l'objectif, c'est quoi? C'est les séries éliminatoires ou rien. Et du côté de la métropolitaine, si on reste dans l'Est, c'est pas compliqué, les Pingouins, honnêtement, c'est un début de saison vraiment décevant. Je pense qu'on essaye de préserver un peu une bonne équipe avec les Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Chris Letang, mais je me demande à quel point la sauce prend encore. On a acquis Erik Karlsson, mais qui connaît pas un mauvais début de saison, mais je sais pas, la chimie n'a pas l'air de prendre à Pittsburgh. Puis c'est la même chose pour les Caps de Washington qui ont un début de saison ordinaire. C'est deux équipes qu'on essaie de préserver puis d'essayer, tant qu'on va avoir les Ovechkin et Crosby de chaque côté, on va essayer d'avoir une équipe le plus gagnante possible, mais c'est des équipes qui sont lentes pour le jeu actuel, surtout les Caps d'ailleurs. On les a vus à Montréal. C'était pas facile. Oui, on a perdu juste en prolongation, mais c'était pas évident pour les Caps. Honnêtement, je suis pas convaincu que ces deux équipes-là peuvent faire les séries éliminatoires, ce qui serait vraiment catastrophique pour ces organisations-là. Mais les Rangers de New York ont un bon début de saison, les Hurricanes avec Kotkaniemi qui connaissent également un bon départ, les Devils, c'est pas surprenant, les Islanders vont bien, les Flyers ont surpris dans ces divisions-là depuis le début de la saison, et les Blue Jackets également qui font pas si mal, donc du côté de l'Est, le portrait ressemble à ça. Et rapidement, du côté de l'Ouest, bien l'Avalanche, ça va bien malgré 2 défaites de suite. Les Golden Knights, il n'y a pas de lendemain de veille pour les Golden Knights. Quel début de saison incroyable. On n'a aucune défaite en temps réglementaire. Et on savait que ça allait être plus dur pour les Blackhawks de Chicago. Hein. C'est bien beau qu'on a Connor Bedard, mais honnêtement, c'est un début de saison qui... Moi, je m'en attendais honnêtement, parce qu'à part qu'on a un Bedard, t'as pas de vedette, Taylor Hall est blessé, la défensive est ordinaire, on n'a pas vraiment de gardien numéro 1. C'est une équipe, ça va prendre du temps avant qu'on ait un bon développement. Puis si on parle des équipes canadiennes,
honnêtement, c'est pas des bons débuts de saison. Les Jets, c'est correct sans plus. Puis les Oilers et les Flames, ouf! Les Flames, on pensait que c'était Daryl Sutter le problème. Je suis pas en train de dire que il l'était pas. Mais on connaît pas un meilleur début de saison, là. C'est catastrophique. Le Jonathan Huberdeau, pas facile. L'attaque est complètement en panne. Honnêtement, les Flames, puis attendez-vous à un ménage en fin de saison du côté des Flames. On se redresse pas. Des gars comme Noah Neffen, entre autres, vont probablement quitter. Honnêtement, je sais pas où s'en va cette organisation-là. Puis ce qui est catastrophique, Jonathan Huberdeau, je vous rappelle, il commence cette année son contrat de 8 ans. L'année passée, il finissait seulement son contrat qu'il avait signé avec les Panthers à l'époque. Honnêtement, je sais pas ce qui va se passer, mais du côté des Flames, c'est vraiment pas un bon départ. Du côté des Oilers, il y a eu une absence pour Connor McDavid, qui est revenu plus rapide que prévu. On parlait de 2 semaines, je pense qu'il est revenu après même pas une semaine et demie. Mais du côté des Oilers, c'est un début de saison encore là mitigé. La défense, on n'a pas une belle structure de jeu, on accorde beaucoup trop de buts. L'attaque, c'est mitigé. Van Der Kane connaît pas un bon début de saison. Donc, les équipes canadiennes, honnêtement, à part le Canadien et les Maple Leafs présentement, c'est un début de saison très ordinaire pour toutes les équipes canadiennes. Et la pire équipe de la Ligue, et de loin en ce début de saison, c'est les Sharks de San Jose. 0 victoire, 8 défaites, 1 défaite en prolongation. Juste avec ce début de saison-là, on s'entend qu'on s'est déjà probablement sorti pour la suite des choses. Mais bon, du côté des Sharks, honnêtement, on n'a pas d'éléments. Logan Couture a même pas joué un match cette année encore. Les gardiens ordinaires, la défensive, on n'a plus Eric Carson ni Brent Burns depuis quelques temps. Non, les Sharks, c'est vraiment la pire équipe de loin parce que les Ducks surprennent. Donc non, du côté des Sharks, je pense que ça va être très long. Je parlais des Blackhawks, mais les Sharks, ça va être encore plus long la reconstruction. Donc c'est un peu le portrait pour le début de saison dans la LNH. On va continuer à suivre ça dans les prochaines semaines. Puis il va y avoir beaucoup d'actions cette semaine. 12 matchs jeudi soir, dont les Sénateurs contre les Kings et le Canadien contre les Coyotes à 22h. Vendredi, seulement 2 matchs, mais samedi, quand je parlais que samedi c'est une grosse journée, 15 matchs de hockey, pas des moindres, et dimanche il y en aura 2, donc ça sera à suivre dans les 4 jours qui s'en viennent, la LNH, qu'est-ce qui va se passer. On va maintenant parler un peu de football, parce que il va y avoir toute une fin de semaine qui s'en vient, puis honnêtement, rater rien de l'action parce que ça vaut la peine. On va commencer à parler des 2, premièrement il y aura les 2 demi-finales dans le football universitaire québécois. Dès midi samedi, le Rouge et Or de l'Université Laval va accueillir Concordia à Québec. Concordia qui a rivalisé contre le Rouge et Or cette année. Puis le Rouge et Or, on le voit, c'est une équipe qui a gagné la Coupe Vanier l'année passée, mais on n'est pas aussi solide que les dernières années. Est-ce que Concordia peut causer la surprise? J'y crois pas vraiment. Là, je pense quand même que le Rouge et Or va se classer pour la finale de la Coupe Dunsmore, mais ça va être à suivre. Et à 15h, les Carabins de l'Université de Montréal vont accueillir le Vert et Or de Sherbrooke à Montréal. Les Carabins sont favoris de loin, selon moi. Ça sera pas un match très compétitif. Sherbrooke a seulement gagné un match cette année, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Sherbrooke a gagné leur dernier match de la saison pour se classer. Donc bon, ils ont un petit momentum pour rentrer en série. Bien hâte de voir ces 2 matchs-là, midi et 15h samedi. Et en même temps que ces 2 matchs-là, on aura bien sûr les 2 demi-finales dans la Ligue canadienne de football également. Ratez pas ces 2 matchs-là parce que, entre autres, dès 15h justement à Montréal, encore une fois, nos Alouettes vont accueillir les Tiger Cats de Hamilton, la même demi-finale de l'Est que l'année passée à Montréal, au même endroit. Et les Alouettes l'avaient emporté l'année dernière. Et honnêtement, j'y crois encore que cette année, les Alouettes, pour une 2e année de suite, vont se classer pour la finale de l'Est. Je pense qu'on a une équipe solide, on est vraiment sur une lancée incroyable, on a connu une très bonne fin de saison et, autre chose, on a battu 4 fois cette année les Tiger Cats d'Hamilton. On les avait même battus en match préparatoire. Je pense que la confiance est là. Honnêtement, est-ce qu'on peut battre Toronto ensuite? Ça va être à voir, mais on aura la chance d'en reparler selon le résultat du match. Mais pour cette demi-finale de l'Est, je suis quand même assez confiant que les Alouettes vont l'emporter. Mais il faudra éviter de se battre nous-mêmes, éviter les revirements, rester dans le plan de match. La défensive joue très bien depuis le début de la saison. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là. Et dès 18h30, ça sera la demi-finale de l'Ouest entre les Lions de la Colombie-Britannique à Vancouver qui vont accueillir les Stampeders de Calgary. Encore là, les Lions sont favoris de loin. Les Stamps
se sont classés pour les séries avec une fiche négative, mais dans la Ligue canadienne, tout peut arriver, on sait jamais, mais je crois quand même que les Lions vont aller rejoindre les Blue Bombers de Winnipeg en finale de l'Ouest. Et si vous êtes un fan de football universitaire américain, comme j'appelle le college football, ratez pas cette fin de semaine-là non plus parce que il reste seulement 4 semaines à la saison régulière dans la NCAA. Il y aura beaucoup de matchs très intéressants. Donc, à midi, à 15h30 et vers les 19h30, moi, je suis un fan du Crimson Tide d'Alabama et le match à ne pas rater, c'est le Crimson Tide justement d'Alabama qui va accueillir LSU à 19h45. Samedi soir, on aura également Ohio State, qui va visiter Rogers à midi samedi. Donc, beaucoup de matchs intéressants. Et les numéros 1 au classement présentement, Georgia, qui à 15h30 vont accueillir Missouri. Donc, c'est des matchs à ne pas rater, mais des matchs toute la journée samedi de college football. Donc, c'est vraiment intéressant samedi. Football universitaire québécois, Ligue canadienne et le college football américain. Et dimanche, rapidement, le football de la NFL. Je vais faire une prédiction rapide de chaque match. Vous allez voir en fin de semaine comment on va fonctionner, c'est pas compliqué. Je vais vous parler du reste de la NFL. Et ensuite, je vais vous parler de 4 matchs à ne pas rater absolument. Les 4 gros matchs à la suite de l'autre, d'ailleurs, dimanche. Ces 4 matchs, honnêtement, à pas rater. C'est un gros dimanche dans la NFL. Ça va être déjà la 9e semaine. Donc, on commence immédiatement. Jeudi soir, les Steelers de Pittsburgh vont accueillir les Titans du Tennessee. Les Titans, 3 victoires, 4 défaites. Les Steelers, 4-3. Est-ce que Kenny Pickett va jouer pour les Steelers, lui qui a été blessé la semaine passée? Will Levis, le corps recru, a connu tout un début avec les Titans. Une grosse victoire, 4 passes de toucher. Je vais faire une prédiction surprenante. Je pense que les Titans vont l'emporter, surtout si Kenny Pickett ne joue pas pour les Steelers. Je m'attends à une 2e victoire de suite des Titans. Puis on sait dans l'association américaine, c'est très important les victoires. Les Steelers à 4-3 rivalisent avec les Browns et les Bengals dans leur division qui ont la même fiche et les Ravens sont seuls à 6-2. Mais pour moi, si Kenny Pickett joue pas, déjà que l'attaque est moyenne, les Titans vont l'emporter. Dimanche, je vais sauter le match du matin parce qu'on va en reparler tantôt. À 13h, les Packers de Green Bay à 2-5 connaissent vraiment pas un bon début de saison. Vont accueillir les Rams à 3 victoires, 5 défaites. C'est un match, honnêtement, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. On sait pas si Matthew Stafford va jouer pour les Rams. Je pense que les Packers à domicile vont au moins vouloir commencer à rebondir. On va l'emporter face aux Rams, mais je serais pas surpris que les Rams l'emportent. 13h encore une fois, les Patriots à 2-6 vont accueillir les Commanders de Washington à 3-5. Ça aussi, c'est un match honnêtement qui pourra aller d'un côté ou de l'autre. Les Pats reviennent d'une défaite à Miami. Les Commanders, eux, honnêtement, on a beaucoup d'inconstance. On a perdu à New York, je veux dire, contre des Giants qui, honnêtement, on devait pas perdre ce match-là du côté des Commanders. Et là, je pense que les Commanders vont l'emporter en Nouvelle-Angleterre. Mais on a fait beaucoup de changements. On a échangé Montez Sweat et Chase Young. Bon, honnêtement, mais c'est un match qui pourrait aller d'un côté ou de l'autre, mais les Commanders vont l'emporter. Et dans une association nationale qui est beaucoup plus ouverte que l'américaine, on sait jamais. On pourrait revenir dans le portrait pour les séries, mais on verra dans les prochaines semaines. À 16h05, les Colts d'Indianapolis à 3-5 vont visiter les Panthers de la Caroline qui ont signé leur premier gain la semaine passée à 1-6. Et du côté des Panthers, ce qui est intéressant avec Bryce Young, leur premier choix au repêchage, on a quand même un calendrier favorable. On accueille les Colts qui vont pas très bien et la semaine prochaine, on va jouer à Chicago face à des Bears prenables. On pourrait se mettre sur une petite lancée de victoire. Je m'attends que les Panthers l'emportent à domicile face aux Colts. On va continuer sur notre lancée. Du côté des Colts, oui, on joue pas mal, mais on manque d'opportunisme dans les moments importants. Les Panthers vont l'emporter. À 13h, encore une fois, les Vikings sans Kirk Cousins, déchirure du tendon d'Achille, sa saison est terminée. Très décevant parce que les Vikings étaient sur 3 victoires consécutives, on est à 4 victoires, 4 défaites. On visite les Falcons à Atlanta, 4 victoires, 4 défaites également. Les Falcons sont premiers de leur division à égalité avec les Saints de la Nouvelle-Orléans à 4-4. Je pense que les Falcons vont l'emporter, là, surtout sans Kirk Cousins. Honnêtement, les Vikings, je pense que leur saison est terminée malheureusement, même si on a une équipe compétitive et que Justin Jefferson, le receveur étoile, va revenir, mais c'est encore arrière dans la NFL, ça marche pas. Les Falcons vont l'emporter.
Les Cards à 1-7 vont visiter les surprenants Browns à 4-3. Les Browns ont une fiche positive. Puis je pense face aux Cards, les Browns vont l'emporter. Ils vont continuer de surprendre. Imaginez, les Browns jouent sans Deshaun Watson blessé à l'épaule. Puis il ne devrait pas revenir en fin de semaine. Les Browns vont l'emporter. On est peut-être même mieux sans Deshaun Watson du côté des Browns. Les Bucks à 3-4 vont visiter les Texans d'Houston à Houston à 3-4. Deux équipes qui doivent absolument gagner en fin de semaine si on veut rester dans le portrait des séries. Moi j'ai un petit coup de cœur pour les Texans depuis le début de la saison avec CJ Stroud. Je veux que les Texans l'emportent et se remettent dans la course pour les séries. Les Texans vont l'emporter, mais du côté des Bucks, de toute façon, on est dans une division très ouverte. Même avec une défaite, on ne sera pas exclu du portrait des séries de loin présentement. À 13h, les Bears à 2-6 vont visiter les Saints à 4-4 qu'on en parlait. Les Saints vont l'emporter à domicile, les Bears. C'est une équipe qui va nulle part. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense que les Saints ont ce qu'il faut pour remporter ce match-là. 16h25, les Giants à 2-6 vont visiter les Raiders à Las Vegas à 3-5. Ce match-là est à 16h25. Les Raiders ont fait le ménage. On a viré notre entraîneur-chef, notre directeur général. Je m'attends que ça les fouette. Puis les Raiders dans un match quand même honnêtement ouvert contre les Giants, malgré que ça va être le retour de Daniel Jones, je m'attends que les Raiders l'emportent. On va être fouettés. Les Raiders vont l'emporter. Et dans le match du lundi soir, parce que c'est un match qui va être intéressant à New York entre les Jets à 4 victoires, 3 défaites, qui surprennent à 3 victoires de suite pour la troupe de Robert Saleh, vont accueillir les Chargers de Los Angeles à 3-4 qui ont gagné facilement leur dernier match face aux Bears de Chicago. Honnêtement, c'est un match, je sais pas trop qui prédire, mais honnêtement, j'ai envie de vous dire que les Jets vont continuer et vont signer une 4e victoire de suite. On joue bien. Zach Wilson limite les erreurs malgré qu'il n'est pas flamboyant. La défense fait le travail. Puis les Chargers, quelle équipe inconstante. Je m'attends que les Jets l'emportent. C'est un match qui est prenable pour les deux équipes. Donc le match du lundi soir, qui est intéressant cette semaine, mais pas autant que les 4 prochains matchs que je vais vous parler à l'instant. Ratez pas ces 4 matchs-là. 9h30 dimanche matin en Allemagne. Quel duel entre les Chiefs de Kansas City à 6-2 qui vont qui vont jouer contre les Dolphins de Miami qui ont la même fiche à 6-2. Quel affrontement entre Pat Mahomes et Tua Tagovailoa. Mais les Chiefs se sont fait surprendre à Denver la semaine passée. Est-ce qu'on va être fouetté de ça? Ou est-ce qu'on va être un peu choqué par cette défaite ou un peu gelé là? Comment on va réagir? Du côté des Dolphins, c'est un match important parce que malgré notre fiche de 6-2, on n'a jamais battu un adversaire important depuis le début de la saison. C'est un match qui devrait être explosif, beaucoup de points. Je suis vraiment excité pour ce match-là. Puis du côté des Chiefs, on est complètement seul dans notre division. Mais du côté des Dolphins, faut continuer à gagner là, parce que les Bills sont à 5 victoires, 3 défaites. Puis t'as les Jets à 4-3 qui sont quand même encore dans le portrait. Les Dolphins peuvent pas se permettre, eux, d'être sur une série de défaites. Puis dans l'américaine, c'est tellement compétitif. C'est un match ultra important pour les deux équipes. 13h dimanche, les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson à 6-2. Qui sont premiers de leur division, vont accueillir les Seahawks de Seattle à 5-2. Ça aussi, c'est un duel vraiment impressionnant. Les Seahawks qui chauffent les 49ers de San Francisco. En fait, ils font mieux que les chauffer. Ils sont premiers de leur division présentement avec la série de 3 défaites des Niners. Et du côté des Ravens, on est premiers de notre division, mais on se fait chauffer en arrière par les 3 autres équipes, les Browns, les Bengals et les Steelers. C'est un match vraiment important. Je m'attends que les Ravens l'emporte à domicile. On a trop une bonne équipe. D'ailleurs, dans le match Chiefs-Dolphins, je m'attends que les Chiefs vont rebondir. Les Dolphins m'ont rien prouvé contre des bonnes équipes. Les Chiefs vont donc l'emporter. 16h25, quel affrontement de division à Philadelphie entre les Eagles à 7-1 qui vont accueillir les Cowboys à 5-2. Les Cowboys, quelle performance la semaine passée face aux Rams. Et du côté des Eagles, également, je m'attends à un gros match. Jalen Hurts contre Dak Prescott. Quel duel de corps. Mais les Eagles vont l'emporter. C'est un match très important, mais les Cowboys ont tendance malheureusement à choquer dans les affrontements qui sont cruciaux. Mais ça devrait quand même être un match serré et un match qui promet. Puis pourquoi pas finir en force dimanche soir avec un match entre les Bengals de Cincinnati qui ont 3 victoires de suite, qui sont de retour à 4 victoires, 3 défaites, qui sont pour moi de retour cette saison, contre justement les Bills de Buffalo à 5-3.
quel affrontement entre Joe Burrow et Josh Allen. Et savez-vous quoi? Je m'attends que les Bengals vont continuer sur cette séquence de victoires. Ils vont signer une 4e victoire de suite. Les Bills, malgré une fiche de 5-3, c'est pas si convaincant que ça dernièrement. Puis les Bengals, eux, montrent qu'ils sont une équipe compétitive. Donc les Bengals vont l'emporter, mais on a des méchants duels de carrière dans ces 4 matchs-là. 4 matchs à ne pas rater. 9h30, 13h, 16h25 et 20h15 dimanche. Rapidement pour les autres sujets que je veux vous parler, la série mondiale se poursuit entre les Rangers du Texas et les Diamondbacks de l'Arizona. Le 5e match qui va avoir lieu mercredi soir à Phoenix. Les Rangers sont seulement à une victoire de décrocher la série mondiale. On mène 3-1 dans la série. Mais il faut faire attention. Les Diamondbacks sont habitués de revenir. Ils l'ont fait contre les Phillies de Philadelphie en finale de la nationale. C'est pas fini d'avance. S'il y a un match 6, il serait vendredi soir au Texas. Et le match numéro 7 serait samedi soir, encore une fois, au Texas. Donc, ça se rajouterait à la fin de semaine ultra chargée qu'on va avoir, puis que je vous ai parlé. Mais je m'attends que les Rangers l'emportent soit ce soir, mercredi, ou maximum vendredi soir. Je m'attends pas qu'on se rende dans un match numéro 7. Les Rangers qui ont perdu, par contre, Max Scherzer et Adolis Garcia pour le reste de la série mondiale. Ça va être à surveiller, mais ça n'a pas paru vraiment dans le 4e match. Donc, je m'attends que les Rangers l'emportent. L'actualité maintenant dans la NBA, 2 choses. La saga James Harden est terminée avec les 76ers de Philadelphie. Il a été échangé aux Clippers de Los Angeles dans une méga transaction. Ça va être à suivre parce que c'est peut-être l'année ou jamais là, pour les Clippers avec cette transaction. Je pense qu'il faut gagner là, avec Harden et Kawhi Leonard entre autres. C'est le temps. Et du côté de Harden, il devra maintenant performer. Et on a un début de saison quand même difficile pour les Raptors de Toronto. 1 victoire, 3 défaites. Je sais pas vraiment où on va s'en aller. Puis malheureusement pour nous, le calendrier des Raptors est pas facile. Mercredi soir, les Raptors accueillent les Bucks de Milwaukee avec leur nouveau duo dévastateur en Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, 19h. Jeudi, les Raptors iront à Philadelphie, encore une fois 19h. Ça, c'est un match un peu plus prenable. Et dimanche, 15h30 à Toronto, on va accueillir le prodige Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio qui connaissent pas un mauvais début de saison. Donc, ça va être intéressant à suivre. En fin de semaine, dans la NBA. Et 2 autres choses, les séries de la MLS qui vont se poursuivre en fin de semaine avec des matchs samedi et dimanche, ça ne pas rater. Et un petit tour dans l'actualité des arts martiaux mixtes. Vous avez vu le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Quelle performance de Ngannou qui a envoyé Fury au sol lors de ce combat-là. Malheureusement, a perdu par décision partagée, mais c'est quand même toute une performance. Et si on parle d'actualité de l'UFC, en fin de semaine, samedi soir, 19h avec les combats préliminaires, c'est le retour de l'UFC au Brésil, à Sao Paulo. Dans le combat principal, ça sera Derek Lewis contre Jason Almeida. Ça sera le 9e contre le 10e polo. C'est quand même un duel ultra important pour la suite des choses. Lewis, qui à son dernier combat a passé un gros chaos. Du côté d'Almeida, il est sur 14 victoires consécutives. Donc, carte préliminaire, 19h samedi, la carte principale des 21h. La finale devrait être vers environ 23h, 23h30. Avec 6 combats lors de cette carte principale. C'est un événement à ne pas rater. L'UFC a fait quelques annonces, a officialisé une carte à Austin au Texas le 2 décembre. Ça sera toute une carte avec Benel Dariush contre Arman Tsarukyan en finale chez les poids légers. Et le 9 décembre, on a confirmé qu'on ira à Shanghai, en Chine. Le retour en Chine depuis 2019, donc ça va être intéressant. On sait toujours pas la finale, mais on pourrait avoir une ceinture à l'enjeu lors de ce gala avec la chinoise Weili Zhang, qui est une vraie héroïne dans ce pays. Donc ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Merci d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à partager, liker, envoyez-moi des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là. On vous revient la semaine prochaine pour l'actualité du sport. Merci la gang. Prenez soin de vous.